dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois. Alors tenez-vous bien, ce n'est pas moi qui sors cette, je n'allais pas dire cette ânerie, hein, c'est Nicolas Sarkozy, hier, le lundi 19 septembre, dans un discours qu'il a prononcé dans le Val d'Oise. On sait que Nicolas Sarkozy est en campagne pour les primaires et pour les présidentielles en France, et l'on voit déjà directement l'usage que l'on peut faire de l'enseignement pour gouverner. Quelques semaines plus tôt, son ancien Premier ministre, François Fillon, dans un discours électoral également en province, avait expliqué que s'il arrivait au pouvoir, il convoquerait une commission de 3 académiciens, donc des écrivains, pas des historiens, pour, avec l'aide d'experts, reconsidérer, repenser les programmes d'histoire. Son but, clairement déclaré, est de rendre les Français fiers de leur histoire et surtout de réécrire l'histoire dans le cadre de ce que l'on appelle le roman national tel qu'on enseignait l'histoire au XIXe siècle. Peut-être revu et corrigé pour que ça ne paraisse pas complètement ridicule. Vous pensez bien qu'un professeur d'histoire, et je dirais n'importe quel enseignant et toute personne un petit peu éclairée, considère, à juste titre, que ces 2 discours, enfin on peut l'espérer en tout cas, sinon on peut considérer que la pensée a vraiment rétrogradé depuis quelques années. Donc toute personne sensée, honnête, au minimum cultivée, ne peut pas accepter ce genre d'intention. Vous imaginez, et vous êtes de futurs professeurs d'histoire, quels dégâts cela occasionnerait parmi les enfants à l'école primaire et parmi les adolescents à l'école secondaire. Ce serait dramatique. Ceci pour vous introduire le sujet d'aujourd'hui qui va porter sur l'école et la société en Europe occidentale au XIXe siècle et vous montrer donc les enjeux de l'enseignement. L'enseignement, c'est un outil formidable d'émancipation, mais l'enseignement peut être également un moyen de fabrique des esprits où l'on cherche, dans le cadre d'un régime qui chercherait à se légitimer, à inculquer des choses extrêmement perturbantes, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la formation des enfants et des adolescents. Je vais donc aborder aujourd'hui le cas de l'école et de la société au XIXe siècle, comme je le disais il y a quelques instants. Je vous dis tout de suite que je compte prévoir également un cours sur l'enseignement et la politique en Belgique au XIXe siècle. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop m'étendre sur la politique que successivement les libéraux et les catholiques ont menée dans notre pays au XIXe siècle. Ce sera fait plus tard. Quelles sont donc les motivations qui ont poussé les sociétés, les gouvernements et quelques individus à repenser la manière d'enseigner? Sans monter trop loin, parce qu'on pourrait monter effectivement très loin, je citerai tout d'abord Jean-Jacques Rousseau qui, en 1762, publie un ouvrage phare dans le
domaine de la pédagogie qui s'intitule « Émile ou de l'éducation ». Donc 1762, je vous rappelle que 1762, c'est également la date où Jean-Jacques Rousseau, donc le même auteur, publie son ouvrage encore plus célèbre qui s'intitule donc « Le contrat social ». Les idées de Jean-Jacques Rousseau vont être reprises par un pédagogue suisse qui s'appelle Pestalozzi. Elles vont être reprises également par un pédagogue allemand qui s'appelle Froebel. Et leur théorie va connaître un franc succès auprès d'un certain nombre d'instituteurs, donc d'enseignants de l'école maternelle et de l'école primaire. Je parle bien de ces deux niveaux-là d'enseignement. En particulier chez les instituteurs, donc prussiens. Il y a des philanthropes en Belgique ou en France qui décident de mettre en pratique leur théorie, souvent inspirée justement de Rousseau, de Pestalozzi ou de Froebel, en créant des salles d'asile de telle manière que les enfants de la classe ouvrière, les enfants des pauvres, puissent avoir des rudiments d'instruction. On trouve également des projets pédagogiques chez des utopistes français ou anglais du XIXe siècle, comme les fouriéristes ou les tenants du théoricien socialiste Owen, O-W-E-N. Oui, Fourier, c'est donc ceux que Karl Marx et Engels vont appeler un socialiste utopiste, donc Fourier, comme ça se prononce, si je puis dire, et avec un seul R, et eux vont créer des écoles dites modernes, des écoles modèles. Effectivement, à cette époque-là, et jusqu'alors, l'enseignement était essentiellement entre les mains du clergé. Il y avait des congrégations enseignantes, comme les jésuites, ou comme les oratoriens, qui s'étaient fait une spécialité de l'instruction, de l'enseignement, avec une vision assez élitiste. Sauf pour les petites écoles, c'est-à-dire pour l'enseignement primaire, les frères des écoles chrétiennes, qui avaient une vision beaucoup plus large, si je puis dire. Il va y avoir aussi un intérêt, par exemple, dans les années 1830 à Paris, au sein de la classe ouvrière et chez les femmes même, pour avoir un enseignement élémentaire. Donc apprendre à lire, à écrire, sera évidemment un rôle dans l'opinion publique, puisque certains d'entre eux vont donc pouvoir lire les journaux. Ça, tout ceci donc participe, je dirais, de ce que j'appellerais un courant philanthropique. Mais vous savez que la philanthropie, même si elle émane de généreux humanistes,
peut cacher parfois des intentions de contrôle social. Parce qu'inutile de dire que c'est philanthrope, mais ici je ne parle pas évidemment de Orwell ou de Fourier. Hein, il y a même d'autres philanthropes qui n'avaient pas d'idée derrière la tête, il y avait vraiment une idée d'émancipation. Mais derrière la philanthropie, comme derrière la charité chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante, il y a souvent l'idée de soit sauver son âme, hein, c'est le cas chez les catholiques, hein, l'émancipation ou le salut par les œuvres et pas seulement par la foi, mais il peut y avoir aussi, comme je vous le disais il y a quelques minutes, l'idée de formater les individus pour que la classe sociale à laquelle ils appartiennent, à savoir ce que Louis Chevalier appelait jadis la classe laborieuse, ne devienne pas dangereuse. C'est un moyen donc de canaliser véritablement. Et c'est ainsi que donc nous arrivons à un deuxième pan de mon exposé, après avoir envisagé l'aspect pédagogique et l'aspect philanthropique que l'on peut regrouper dans la même catégorie, attention positive, généreuse, sans aucun doute. Alors là, des intentions qui sont plus suspectes aux yeux, je dirais, de celui qui veut analyser l'histoire de l'enseignement de manière un peu plus critique. Il y a plusieurs institutions et classes sociales qui, et je dirais, elles peuvent d'ailleurs se regrouper, qui ont intérêt à formater les individus. Quelles sont ces institutions ou classes sociales? Il y a la bourgeoisie, industrielle ou commerçante, et il y a aussi, bien entendu, l'État, qui, à cette époque, est le porte-parole des classes possédantes et qui est très lié, donc, aux milieux industriels et commerciaux. L'État, tout d'abord. J'aurais pu commencer, allez, en bonne logique, je vais commencer plutôt par la classe sociale, parce que l'État est au fond une institution qui garantit à la bourgeoisie de faire fonctionner le système et d'éviter qu'il y ait des dérapages. Donc je vais commencer plutôt par la bourgeoisie industrielle et commerçante. À un moment donné, n'oubliez pas qu'on est en pleine révolution industrielle à l'époque qui nous intéresse au XIXe siècle. Les patrons d'usines souhaitaient, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, à profiter d'une main-d'œuvre bon marché. Par conséquent, il y a deux éléments qu'on doit mettre en évidence. Tout d'abord, il n'y avait pas intérêt à ce que les élèves, enfin les enfants justement, pas c'est un lapsus malheureux, à ce que les enfants aillent à l'école, parce que ça permettait d'augmenter le bassin des travailleurs, et donc de diminuer les salaires, d'autant plus que les enfants pouvaient être exploités encore plus facilement que leurs parents. Et d'autre part, quel intérêt les patrons auraient-ils eu à avoir des ouvriers qui sachent lire et écrire? Donc ils maintenaient, ça leur convenait bien d'avoir des gens qui ne se posent pas de questions. À une époque où progressivement, dans le courant du XIXe siècle, les syndicats vont se former, où des mutuelles, donc ce qu'on appelait à l'époque des caisses de secours mutuels, vont se mettre en place, et alors encore plus tard, je dirais, dans le dernier tiers du XIXe siècle, lorsque des partis ouvriers vont être créés. Donc vous pensez bien que l'intérêt des patrons était, comme jadis
l'Église catholique d'ailleurs, de maintenir les gens dans l'ignorance, pour éviter justement que une conscience de classe, donc collective, n'apparaisse et puisse menacer les intérêts de la dite bourgeoisie. Mais, il se fait qu'à un moment donné, lorsque la révolution industrielle progresse, on va passer de la première à la deuxième révolution industrielle. Je vous rappelle que la première révolution industrielle concerne essentiellement le textile et la métallurgie, à la suite de l'invention de la machine à vapeur. La deuxième révolution industrielle, à partir du dernier tiers, même les 20 dernières années du XIXe siècle, profite de l'invention, de l'usage que l'on peut faire d'énergies nouvelles comme l'électricité, le gaz et bientôt le pétrole, au début du XXe siècle. La troisième révolution industrielle ne concerne pas du tout ce cours-ci, puisqu'elle se situe après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'informatique, l'électronique, etc. Donc, à un moment donné, le patronat va avoir besoin non plus seulement d'ouvriers non qualifiés, de bêtes de somme, pratiquement des esclaves, même s'ils ont un salaire, mais le patronat va avoir besoin d'ouvriers qualifiés, c'est-à-dire d'ouvriers qui connaissent quand même des rudiments en matière technique, et puis qui sachent lire et écrire aussi. Donc, des ouvriers qui suivent des cours, au moins des cours de ce que nous appelons maintenant des écoles professionnelles, avoir des notions de mécanique, d'avoir des notions en électricité, etc. Donc plus simplement des mineurs ou des gens qui travaillent dans les usines textiles et auxquels on ne demande pas grand-chose comme savoir, sinon un savoir-faire élémentaire. Donc vous voyez que derrière des aspects que l'on pourrait considérer comme philanthropiques se cachent souvent des intérêts économiques. Donc ce n'est pas parce que les patrons sont devenus plus humanistes, pas du tout. C'est parce que leur intérêt a changé en fonction de la conjoncture économique. Vous pensez bien que si on a inventé, plutôt on a mis dans les programmes à un moment donné des cours d'arithmétique, des cours de lecture, des cours d'écriture, et qu'on va développer l'école primaire, et même ce qu'on va appeler bientôt l'école moyenne, c'est-à-dire ce que nous appelons en Belgique maintenant le cycle inférieur des humanités, jusqu'à 14 ans, donc les 2 ou 3 années qui suivent l'école primaire. C'est parce que le secteur des services va se développer. Ah oui, on va avoir de gens qui soient capables d'être des employés dans les administrations, des gens qui soient capables d'avoir des connaissances élémentaires de comptabilité, et donc il faut que ce soit des gens qui sachent lire, écrire et compter. Donc de nouveau, vous voyez que derrière des lois qui, a posteriori, peuvent paraître humanistes, se cachent souvent des intérêts de type mercantile. Vous pensez bien que quand, plus tard, au XXe siècle, première moitié du XXe siècle, on a mis dans les programmes des cours de gymnastique, est-ce que vous croyez vraiment que c'était pour permettre l'épanouissement des enfants? Non, c'était pour 2 choses. Les patrons s'étaient rendus compte, donc la bourgeoisie industrielle s'était rendu compte que c'était pas très rentable d'avoir des adolescents et des enfants et des adolescents complètement rachitiques au fond des mines. Leur productivité n'était pas bonne. Il fallait qu'ils soient quand même un petit peu en forme. Hein. Ça servait à quoi d'avoir des... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils étaient vraiment mal fichus, mal foutus, ces enfants. Vous imaginez, après quelques années dans la mine, ce que vous respirez, vous êtes dans des boyaux étroits. Comment voulez-vous vous développer physiquement? Donc, ce n'est pas très rentable.
Alors il y a aussi une deuxième raison pour les cours de gymnastique. À partir du la fin du XIXe siècle, mais au début du XXe siècle, on va commencer à penser à quoi? Mais à la guerre, la fameuse Première Guerre mondiale. Donc on va avoir besoin de soldats. Et vous pensez bien que les soldats, il ne faut pas des petits rachitiques non plus. Donc vous voyez que derrière tous les cours qui existent maintenant, dans l'enseignement, que ce soit l'enseignement général, ce que jadis on appelle les humanités modernes, les langues, ou l'enseignement professionnel, mais il y a chaque fois un intérêt. Même chose pour les langues, hein, vous n'êtes pas naïf quand même, si on a mis des langues dans l'enseignement secondaire, je ne parle pas du grec et du latin qui étaient réservés à l'élite bourgeoise, mais si on a mis des langues, c'est parce que le commerce se développe. Il fallait connaître l'anglais, éventuellement l'allemand. Donc vous voyez que derrière toutes les branches que vous avez suivies en secondaire, il y a une histoire. Et que cette histoire s'explique par, comment dirais-je, cette histoire a été portée par des intérêts successifs de la classe dominante de l'époque. Alors, maintenant, je vais vous montrer quel rôle l'État a joué. Parce que l'État, en fait, joue un rôle essentiel en tant que porteur des intérêts de la classe qui domine. N'oubliez pas que pendant longtemps, le suffrage était censitaire. Autrement dit, seuls les riches, ou en tout cas ceux qui avaient une certaine fortune, pouvaient voter. Et en plus, pour être éligible, c'est le cas en Belgique par exemple, pour le Sénat entre autres, il fallait posséder une fortune encore supérieure. Je vous rappelle que pratiquement, après le vote de la Constitution belge au Congrès national en 1831, eh bien, ceux qui siégeaient au Parlement, d'abord au Congrès national, après le vote de la Constitution, donc, c'était des gens riches. Ça représentait 1% de la population. Puis progressivement, on a laissé le sens de telle manière que ce soit 2%, 3%, et ça, c'est un rapport de force entre, je dirais, la bourgeoisie et, d'autre part, des mouvements populaires qu'on ne voulait pas exacerber, bien entendu, parce qu'il y a eu quand même quelques révolutions au XIXe siècle en Belgique, en France ou en Europe centrale, par exemple. Donc, vous voyez que dans ce cours, j'essaye de vous montrer quand même, de vous faire porter un regard critique sur le rôle que peut jouer l'enseignement dans une société, d'autant plus que vous êtes de futurs profs quand même. Il ne faut quand même pas oublier, et ce n'est pas par hasard que je traite de cette leçon de cette manière-là aujourd'hui. Alors évidemment, pour former, je dirais, des enseignants compétents, on va créer des écoles d'instituteurs. Hein? Par exemple, en 1833, en France, sous l'autorité de François Guizot, qui était premier ministre en fait du roi Louis-Philippe sous la monarchie de Juillet. École d'instituteurs. Eh oui, donc dans le cadre d'écoles normales. Il faut savoir qu'auparavant, et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un petit rappel, c'était des congrégations religieuses qui prenaient en charge l'enseignement. De plus, il y avait aussi des professeurs comme ça, mais mal formés, qui enseignaient vaille que vaille aux enfants et aux adolescents. Seuls les riches, membres de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, pouvaient se payer un précepteur, c'est-à-dire un professeur particulier. Vous pensez l'argent qu'il fallait évidemment avoir pour pouvoir se payer ce genre de choses. Alors, l'État donc, le rôle de l'État, c'est qu'il est donc porteur des intérêts de la classe dominante. Et c'est ainsi que, si vous prenez le cas de la Belgique, que je ne vais pas développer pour des raisons que j'ai expliquées dans mon introduction, puisque j'en parlerai plus tard. Si vous prenez le cas de la Belgique, en Belgique, seule
classe dominante, c'est-à-dire la bourgeoisie, sont représentés au Parlement. À cette époque-là, il n'y a que 2 partis. Je crois qu'il y en a 11 maintenant au Parlement belge. Mais à l'époque, il n'y avait que 2 partis. Et la Belgique n'était pas encore régionalisée, donc la Belgique était unitaire. Il y avait 2 partis. Après une première phase où tout le monde était, comment dirais-je, mis les sourdines, entre 1831 et 1846-48, puisqu'il fallait, comment dirais-je, faire bloc face à une menace d'invasion hollandaise qui voulait, les Pays-Bas voulaient récupérer donc le territoire perdu en 1830. Eh bien, après cette phase que l'on appelle l'unionisme, vont se succéder alternativement au gouvernement, jusqu'en 1914, les libéraux et les catholiques. Quand les libéraux étaient au pouvoir, évidemment, ils mettaient en avance un enseignement de type laïque pour que le clergé ne mette pas la main sur l'éducation des enfants et des adolescents. Et inversement, quand les catholiques furent au pouvoir entre 1884 et 1914, donc pendant 30 ans, ce sont donc des lois votées par ce gouvernement catholique qui vont passer et que je vais vous citer maintenant. Donc, vous regardez un petit peu le tableau, vous voyez que c'est un petit peu serré, mais enfin il n'y a pas moyen de faire autrement, que en 1879 est votée la loi Van Humbeek. Les Français disaient Van Humbeek, mais c'est Van Humbeek. En plus, il y a un accent sur un des 2 E, ce qui n'apparaît pas au tableau. C'était injuste. Alors, donc, la loi Van Humbeek. Alors, Van Humbeek, c'était un libéral. Hein? Il était même grand maître du Grand Orient Belgique. Et il y a une discussion très importante dans la plupart des loges belges, des loges maçonniques à cette époque-là, pour essayer de contrer la toute-puissance et la présence presque partout de l'enseignement catholique en Belgique. Il se fait, je vous l'ai dit, que 5 ans plus tard, en 1884, les catholiques arrivent au pouvoir pour 30 ans. Évidemment, la loi Van Humbeek va être balayée et en 1884 est votée la loi Jacobs et en 1895 la loi Scolart. Ces lois, émanant d'un gouvernement catholique, favorisent l'enseignement confessionnel au détriment de l'enseignement officiel. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque j'en parlerai plus tard. Voilà. Ce serait peut-être pas plus mal maintenant de reprendre la chronologie que j'ai notée au tableau. Regardez, on est tout d'abord tout à fait en bas de ma ligne du temps. 1794. La Prusse est le premier pays européen où l'enseignement primaire devient obligatoire. On avance. En 1837, le Danemark rend l'enseignement primaire obligatoire pour les 2 sexes. Parce qu'il ne faut pas oublier que se pose en plus de ça le problème des sexes. Parce que les filles, avant qu'elles aient pu disposer d'un enseignement primaire et secondaire, il va falloir attendre du temps. Comme vous le savez, en Belgique, il y a un peu plus d'un siècle que les femmes sont autorisées à l'université, et encore, elles pouvaient faire des études à l'université, mais sans pouvoir pratiquer la fonction auquel leur diplôme leur donnait droit. Je pense à celles qui étaient, à l'époque, on était docteur en droit, pas maître en droit, comme on n'a pas de master à l'époque, les femmes qui avaient fait, on avait très peu, on les comptait sur les 5 mois de la main, le droit, elles ne pouvaient pas être avocates. Même chose, si vous faisiez des études de médecine, les toutes premières femmes qui ont fait des études de médecine, elles étaient docteurs en médecine, mais elles ne pouvaient pas pratiquer. Voilà. Donc,
C'était jusqu'il y a pratiquement un siècle. Donc vous imaginez d'où l'on vient. Hein. Alors je dis d'où l'on vient pour l'université, mais c'est valable également pour le secondaire pour le primaire et le secondaire. Alors je continue et puis je vais faire une petite parenthèse qui est plus qu'une parenthèse d'ailleurs. On monte. Alors, en Suède, l'enseignement primaire devient obligatoire donc 5 ans après le Danemark, en 1842, également pour les garçons et les filles. En Autriche, c'est en 1869. Alors, en Allemagne, l'enseignement, n'oubliez pas que la Prusse avait déjà en 1794 un enseignement primaire obligatoire. À partir du début de l'année 1871, il y a création d'un Reich, d'un empire allemand, et les Prussiens, à partir de 1872, vont, comment dirais-je, imposer leur système à l'ensemble des différents pays qui composent cet État fédéral que l'on appelle donc l'Empire allemand. En 1877, l'Italie rend l'enseignement primaire obligatoire, laïque et gratuit. Alors on aurait pu penser, a priori, quand on a des préjugés, que l'Italie, ça remonte à beaucoup plus tard, c'est quand même un pays très catholique, il ne faut pas oublier quand même que le pape est à Rome, hein. On est peu de temps, il faut savoir, en 1877, peu de temps après l'annexion des États pontificaux, 1870, par le royaume d'Italie, qui est en fait le royaume de Piémont, qui a véritablement annexé le sud de l'Italie. Hein, parce qu'on parle souvent d'unification italienne, on ne devrait pas dire unification italienne. Hein, ça a été annexion. Il y a eu effectivement des mouvements nationaux dans les différents duchés, principautés d'Italie. Ça, je ne veux pas lier. Mais enfin, économiquement et socialement parlant, c'est en fait le Piémont a annexé le reste de l'Italie au profit de la bourgeoisie piémontaise. C'est pas par hasard, vous pensez Fiat, c'est à Turin quand même. Hein. Donc c'est le nord d'Italie hein, qui est industriel et qui a effectivement, mais je dirais, annexé le sud de l'Italie, ce qu'on appelle le Mezzogiorno, qui est en fait une région rurale, pauvre. Hein, je vous apprends bien. Bon. Alors, oui, ceci dit, hein, à la suite des accords du Latran en 1929, entre d'une part le pape de l'époque, c'est donc Pie XI, et d'autre part le dictateur italien Mussolini, l'Église catholique devient la religion officielle pour les Italiens. Donc, vous voyez qu'il y a eu des allers-retours. Et puis après, évidemment, on est passé de l'autre côté. Mais enfin, c'est pas évident. Je me souviens encore qu'il y a quelques années, il y a un juge qui a été limogé hein, parce qu'il refusait d'avoir un crucifix dans son tribunal. Je me souviens encore à Tournai, je crois que c'est plus le cas maintenant, mais il y avait encore au-dessus du bureau, enfin, voilà, comment dirais-je, de la table où siégeaient les juges, il y avait un grand portrait, enfin pas un portrait évidemment, on ne peut pas faire un portrait de quelqu'un qu'on n'a jamais connu, mais en tout cas une grande peinture représentant la crucifixion. Dans notre pays, hein, je dis bien. Donc vous voyez que tout n'est pas réglé à 100%, hein, loin de là. N'oubliez pas qu'en Belgique, l'enseignement catholique, c'est quand même 50% des écoles. Hein. Enfin, les catholiques de maintenant ne sont plus les catholiques du 19e siècle. Hein, je le dis tout de suite, hein, donc il faut quand même apporter une petite nuance. Hein. Alors, c'est seulement en 1880-1882 que, sous l'impulsion de Jules Ferry, sont publiées, votées d'abord au Parlement et publiées les lois qui rendent l'enseignement en France, l'enseignement primaire, public, obligatoire et gratuit. On parle toujours de la France, mais on oublie que quelques années plus tôt, 4 ou 5 ans plus tôt, l'Italie l'avait précédé. Alors je ne vous parle plus de la Belgique, je l'ai fait tout à l'heure. En France, en 1904,
les congrégations enseignantes sont supprimées. C'est un an avant la loi de 1905, hein, il y a, comment dirais-je, le petit père Combes, comme on l'appelle, C-O-M-B-E-S, qui va être à l'origine, avec d'autres bien sûr, de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Enfin, en 1914 seulement, vous voyez où la Belgique se situe, 1914, que la Belgique vote une loi pour que l'enseignement primaire devienne obligatoire. Elle ne sera d'application qu'après la Première Guerre mondiale. Donc ça veut dire que jusqu'il y a moins de 100 ans, il y avait encore des tas d'enfants qui, en Belgique, ne savaient ni lire ni écrire parce qu'ils n'allaient pas à l'école. L'école n'était pas obligatoire. Alors vous voyez évidemment le paradoxe et l'hypocrisie, le rôle de l'idéologie. C'est qu'en Belgique, il y avait donc des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, parce que là je parle des enfants, mais avant que leurs parents ne commencent à lire et écrire, mais eux ils n'avaient jamais appris à lire et écrire, donc ils vont voir leurs enfants commencer. Donc vous imaginez que le taux d'analphabétisme devait être très important. Hein? Quand vous pensez qu'en Italie, en 1881, 60% de la population du sud de l'Italie ne savait soit ni lire, soit ne savait pas écrire. 60%! Vous comprenez maintenant que quand, après la Deuxième Guerre mondiale, parmi 1946, parmi les Italiens, il y en avait beaucoup qui ne savaient ni lire ni écrire. Je crois que c'est le cas, il me semble avoir entendu un jour à la télévision, c'était le cas de la maman, de la mère de Elio Di Rupo. Il expliquait que sa maman ne savait pas lire, sa maman, et que quand il était enfant, il devait vivre encore dans une habitation, peut-on appeler ça une habitation, où il n'y avait que de la terre battue sur le sol. Donc vous imaginez quel parcours. Il est quand même devenu docteur en sciences et Premier ministre. Donc vous avez, c'est très rare que ça se passe en une génération. Il faut au moins compter d'habitude 3 ou 4 générations. Donc ça a été un parcours quand même fabuleux. Ici je le prends en tant qu'individu, je ne le prends pas en tant que président d'un parti à l'heure actuelle, parce que bon, je ne suis pas là ici pour faire de la politique politicienne, mais enfin je trouve que c'est quand même remarquable. Alors, je vous dis, le paradoxe et l'hypocrisie, c'est quoi? Eh bien, le paradoxe et l'hypocrisie, c'est que, à la même époque, et je dirais même plus tôt, la Belgique a prétendu qu'elle voulait coloniser le Congo. Tenez-vous bien, pourquoi? Pour apporter la civilisation. Dès 1885, Léopold II devient le souverain de l'État indépendant du Congo. Entendez que indépendance veut dire propriété privée de Léopold II. Que le Congo devient colonie belge en 1908, à la suite de nombreux scandales, justifiés évidemment, contre Léopold II, qui effectivement n'était pas un homme extrêmement propre, qui pensait essentiellement à son profit. Donc, en 1908, un an avant sa mort, le Congo devient belge. Il y avait d'ailleurs une commission en 1905 qui avait montré que bon, c'était plus que louche ce qui se passait au Congo. Alors, la Belgique est partie là-bas. Enfin, quand je dis la Belgique, c'est l'État belge. Autrement dit, la grande bourgeoisie, qui a voulu évidemment, on s'est rendu compte que c'était le Far West, le Congo, pour eux, c'était vraiment le Far West, c'était comme le pétrole. Léopold II, c'était le premier de ces capitalistes. Vous savez tout ce qu'on a trouvé quand même au Katanga. Certains ont même dit que le Katanga, donc la région qui se trouve à l'extrême sud-est du Congo, c'était un scandale géologique. On y trouve du diamant, du cuivre, on y trouve de l'or. Enfin, c'est pas possible, c'est incroyable. Donc scandale parce que bon, et vous pensez bien que quand on a construit des écoles au Congo, c'était pas pour amener la civilisation.
civilisation. Mais officiellement, c'était pour apporter la civilisation. Vous pouvez voir les textes parlementaires, ce dont on a discuté au Parlement à l'époque. C'était vraiment, c'était dans la presse et tout, apporter la civilisation. Les Français ont fait la même chose en Afrique et d'autres. Je ne veux pas ici viser la politique belge en particulier. Tout le monde disait la même chose. Jules Ferry aussi, qui est un personnage qui paraît sympathique par le fait d'avoir promulgué, fait passer ses lois sur l'enseignement laïque, obligatoire et gratuit. Jules Ferry est un chantre de la colonisation, en particulier en Indochine. Donc il faut là aussi nuancer et voir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que derrière la philanthropie, il peut y avoir une philanthropie sincère. Il y a des gens qui sont des idéalistes, je ne vais pas le nier au XIXe siècle. Mais il y a aussi des gens qui se cachent derrière la philanthropie, derrière un but de civilisation, derrière un but humaniste, pour faire passer les intérêts de leur propre classe, à savoir la bourgeoisie industrielle et marchande. Donc, je termine ce que j'étais en train d'expliquer à propos du Congo. Quand les Belges ont construit des écoles au Congo, c'était pourquoi? Les missionnaires, c'était pour évangéliser. Eux, c'était, vous les voyez tout de suite, hyper excités, on va pouvoir évangéliser. Donc c'était leur souci, évangéliser. Qu'il y ait moins d'âmes perdues sur terre. Bon. Alors, ils l'ont fait avec le soutien, évidemment, de la bourgeoisie, même laïque, et avec le soutien de l'État, bien entendu. Dans l'ordre, c'était d'abord les militaires qui arrivaient, puis les commerçants, puis les militaires, puis les missionnaires. C'était dans cet ordre-là qu'on arrivait. Et puis les administrateurs. Alors, pourquoi a-t-on créé les écoles? D'une part, parce qu'on a eu besoin de petits fonctionnaires qui sachent, comme en Belgique, lire, écrire et compter. Et pourquoi a-t-on créé des hôpitaux? Pour réparer la main-d'œuvre, comme des voitures, cabosser, on construit la ligne de chemin de fer, là. Pour essayer d'acheminer tout le cuivre et le caoutchouc qui venait du Congo. Alors, quand ils étaient cabossés, on avait besoin d'hôpitaux, donc c'est pas du tout dans un but de santé humaniste. Je voudrais vous faire penser à tout ça. Pas pour dire que l'être humain est mauvais, pas du tout. Mais je veux dire, l'être humain est capable de tout, du meilleur et du pire, et qui agit en fonction de ses intérêts propres, en fonction de la classe sociale à laquelle il appartient. Et que donc notre conscience sociale, leur conscience sociale, est déterminée par les conditions matérielles objectives dans lesquelles ils vivaient, tout simplement. Alors, je vais avancer un petit peu quand même. Alors, je vais d'ailleurs rapidement conclure, parce qu'il y a tellement de choses qui sont au tableau, ça ne sert à rien de répéter dans le détail tout ce qui est là. Je voudrais maintenant peut-être, parce que j'ai promis cette année-ci d'être plus bref aussi, parce que c'est une demande, je ne sais pas quel étudiant ou étudiante, mais ça ne me regarde pas d'ailleurs, que c'était peut-être un peu long, les cours que je donnais, et que l'on puisse poser des questions. Les questions, vous les poserez une autre fois, je vous ai expliqué dans quel cadre vous pourrez les poser, bien sûr. Mais je vais essayer, cette année-ci, de ne plus faire des cours trop longs. Je voudrais quand même terminer sur une chose. Je vous ai parlé, il y a peu de temps, d'une famille de tziganes, et en particulier d'une jeune maman, qui a 21 ans, qui a déjà 4 enfants. Et si je ne l'avais pas rencontrée assise sur un banc 3 jours avant son accouchement, je ne sais pas ce qui se serait passé, ce qu'elle serait devenue. Parce que tenez-vous bien, la semaine passée, grâce, je dirais, au don d'amis généreux, j'ai pu lui donner 250 €. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça, 250 €? Mais oui. Figurez-vous que cette maman, qui est analphabète, et honteuse de devoir mendier dans la rue, elle ne voudrait pas que ses enfants connaissent le même sort. Et par conséquent, elle a voulu les mettre à l'école gardienne, alors que l'enseignement à l'école gardienne n'est pas obligatoire. Enfin, gardienne, maternelle, parce que c'est encore un mot qui est hérité du XIXe siècle, la gardienne. L'école maternelle n'est pas là pour garder les enfants, c'est toujours cette idée de formatage. Voilà. Et pour pouvoir aller à l'école maternelle,
Ben, il y en avait pour je ne sais plus combien, c'était une quarantaine d'euros pour le matériel scolaire. Tenez-vous bien. Donc voilà, ils avaient besoin d'un petit cartable avec des plates, avec enfin, vous savez, tout ce qu'on peut mettre dans un cartable d'un enfant qui est en maternelle, de la colle, des couleurs, des tas de machins comme ça. Et ensuite, il fallait payer les repas et les collations pour le premier trimestre de ces deux enfants qui sont en âge de scolarité maternelle, une petite fille qui a 5 ans et un petit garçon qui a 3 ans. Tenez-vous bien, le SAMU social où elle est hébergée pour l'instant ne dispose pas de budget pour cela. Donc, le dilemme était quoi? Elle veut, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de préjugés contre ces gens-là, on dit toujours « Ah oui, ils ne veulent pas, ils sont presque mendiants, père en fils, les tziganes, etc. » Vous avez déjà entendu ça, ce sont des paresseux, que sais-je, enfin. Elle veut qu'ils aillent à l'école, ces enfants, pour ne pas connaître sa vie. Mais l'école exige donc qu'ils aient du matériel scolaire et, logiquement, qu'ils puissent manger à midi pour des collations. Vous imaginez, ces enfants, parce qu'ils sont pauvres, n'auraient pas eu à manger. C'est quand même une histoire de fou, quand même. Dans notre pays, hein, donc c'est le XXe siècle, je ne vous parle pas ici de la condition des pauvres au XIXe siècle. Donc j'ai sorti de 150 €, avec l'aide évidemment d'amis généreux. Un seul, je n'aurais pas pu, évidemment. Donc vous imaginez quand même quelle hypocrisie. Dans quelle hypocrisie on est? Le SAMU social n'a pas l'argent. Il n'en peut rien, le SAMU social, c'est un hébergement d'urgence. Elle n'a pas droit au CPS. Et donc, s'il n'y a pas de l'argent qui vient d'ailleurs, de l'argent privé de particuliers, ces enfants n'auraient pas pu aller à l'école. Vous imaginez quelle responsabilité l'État a face à ce type de situation désespérée. Donc je voudrais maintenant vous lire 2 lignes, même un peu plus d'ailleurs, de la préface des Misérables de Victor Hugo, du tome 1. Je vous lis, et c'est surtout les 2 deuxièmes phrases qui m'intéressent ici directement par rapport à ce cours. Mais le reste est quand même, je vais vous la lire entièrement, il y a une dizaine de lignes. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, je vous signale que cette préface date de 1862, donc ça fait 160 ans. 160 ans. Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale, créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les 3 problèmes du siècle, il écrit il y a 160 ans, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus tant que, dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible. En d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, écoutez bien cette phrase qui est vraiment en lien avec ce que je viens de vous expliquer pour cette famille de Rome, mais qui est évidemment valable et illustre le XIXe siècle. Donc il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Ça vaut la peine d'être relu, et je dirais même d'être affiché peut-être même dans les classes, en tout cas la dernière phrase, tant qu'il y aura de la misère et l'ignorance. Ça existait au XIXe siècle, ça existe toujours en Belgique, et je dirais ça existe hélas un peu partout dans le monde, hein, y compris dans les pays riches comme les États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très grave. Il me reste ici à vous montrer quelques livres pour clôturer mon cours. Alors, de la collection L'Histoire, tu rangeras après si ça ne te dérange pas. Alors, de 1999, 1000 ans d'école de Charlemagne à Claude Allègre. Vous savez que c'est une collection très utile pour préparer des cours. Alors, dans la collection Archives, donc ce sont des textes commentés du collège au lycée 1500-1850, présentés par Marie-Madeleine Compère.
Alors, les batailles de l'école, de Jules Ferry à François Bayrou, septembre 1996, numéro 202. Alors, un grand ouvrage, mais là évidemment plus, comment dirais-je, beaucoup plus dense et plus savant. L'école de la France, essai, au pluriel, sur la révolution, l'utopie et l'enseignement par Mona Ozouf, publié chez Gallimard, une grande historienne française, on va voir 83-84 ans maintenant. Alors, de Gendre et Javelier, école, histoire de France et minorité nationale, donc je reviens au propos de Sarkozy et de Fillon tout à l'heure. Alors, de Billard et Guibert, histoire mythologique des Français aux éditions Galilée. C'est ce qu'on a pendant très longtemps enseigné aux Français et qu'on voudrait leur faire réenseigner, justement, mais je crois qu'il doit s'attendre à des manifestations des professeurs d'histoire dans toute la France. De Christian Malvy, qui est un ami, les héros de l'histoire de France, recherche iconographique sur le panthéon scolaire de la Troisième République. Vous savez, ce sont toutes ces images d'Épinal que l'on trouvait dans les manuels scolaires et qui sont commentées ici dans ce livre. Il y a des choses tout à fait remarquables. Regardez, par exemple, vous voyez tout ce que cette image peut signifier. Alors on voit Bonaparte quand il est encore élève à l'école. Regardez cette image, elle est formidable. Vous voyez, il est élève à l'école et il y a la bougie qui renvoie son ombre sur le mur. Donc ça veut dire, c'est un message pour les enfants qui suivent, qui voient ça dans le manuel. Tu te crois pas grand-chose maintenant, mais si tu étudies, tu deviendras un jour comme Napoléon, c'est-à-dire immense. Voilà, et donc c'est de la propagande, et alors il y en a plein dans c'est formidable. Alors du même, de l'art et de la manière d'accommoder les héros d'histoire de France, de Vercingétorix à la Révolution, Albin Michel. Alors, de Palmero, c'est ancien, Histoire des institutions et des doctrines pédagogiques par les textes. Donc si je vous le montre, c'est parce qu'il y a de nombreux textes sur tous les pédagogues depuis la Renaissance, XVIe siècle jusqu'à nos jours. De Jean-Jacques Rousseau, Émile Hou de l'éducation, 1762. Donc vous voyez, c'est quand même un gros roman philosophique, 600 pages. Alors, une anthologie chez Agora, La République et l'école. Une autre anthologie, Vive l'école républicaine, texte et discours fondateurs, chez Librio. Vous savez, c'est cette petite collection qui ne coûte que 2 €. Alors, oui, je vous ai dit que au XIXe siècle, c'est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle parce qu'il y a d'autres combats à mener, mais Pierre Chevalier a publié une histoire de la franc-maçonnerie française, tome 3, La maçonnerie Église de la République, 1777-1944, Fayard. Donc on retrouve ici tous les thèmes que j'ai pu évoquer concernant la franc-maçonnerie, le combat que la franc-maçonnerie a mené en France et le mouvement laïque contre le monopole de l'enseignement par l'Église. Alors là, c'est un ouvrage que je vous ai peut-être montré, je ne sais plus, dans les années d'études que vous avez eues avec moi, je ne sais plus. Donc, alors ça, c'est un ouvrage que Paul Defosse, qui est l'ancien professeur d'histoire à l'école normale, et moi-même, avons publié en 2005, qui s'intitule « Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique ». Il est à la bibliothèque si ça vous intéresse. Donc, voilà, et vous avez tout le détail sur les combats menés par la laïcité en Belgique. Alors, du même Paul Defosse, donc mon prédécesseur ici, Histoire d'une statue encombrante, le monument dédié à Francisco Ferrer, ça vient d'être publié. Ce monument se trouve juste devant l'université de Bruxelles, qui a historiquement est issu de la maçonnerie et a combattu pour la laïcité. Donc, vous voyez, alors qui était Francisco Ferrer? C'était un grand pédagogue espagnol du XIXe siècle qui a été assassiné par les troupes cléricales d'extrême droite à Barcelone. Il a été fusillé en 1905. Et donc, il a mis au point une pédagogie extrêmement moderne de type libertaire. Alors, Nadia Geert, c'est une collègue de cette même haute école, donc qui a changé de nom, comme vous savez, c'est devenu la Haute École Bruxelles-Brabant.
Elle est professeure de philosophie donc, au département des sciences psychologiques et de l'éducation, département dans lequel vous êtes pour l'instant. L'école à l'épreuve du voile, vous savez que le voile, on n'arrête pas d'en parler en France, mais que c'est un argument qui est utilisé par les uns et pour les autres d'un point de vue purement politique. J'ai dit